Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, il était une fois l'hyperparentalité ou les parents drones. Les nouvelles technologies influencent-elles la manière d'être parent? Impliquent-elles une surveillance constante? Et comment respecter l'intimité de chacun? Je vous laisse regarder le sommaire de notre magazine. Les parents d'aujourd'hui sont-ils hyper protecteurs? Les nouvelles technologies leur permettent en tout cas de garder un œil sur leurs enfants constamment. Child Focus préfère développer le volet de la prévention, que ce soit à l'école ou encore à l'écoute des parents. Maryse Roland, Bruno Humbeek, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Maryse Roland, vous êtes responsable de communication et porte-parole de Child Focus. Et vous, Bruno Humbeek, vous êtes psychopédagogue. Alors, pour nous permettre d'entrer dans la thématique de ce magazine, je vous propose de regarder ce premier reportage signé Corinne Owen et Jean-Louis Gios. En une génération, tout a changé. Alors qu'il y a 30 ans, ils prenaient seuls le chemin de l'école, parcourant parfois de longs trajets, les enfants d'aujourd'hui osent à peine jouer sur le trottoir en toute liberté. Mais la technologie est en train de passer par là. Et dorénavant, les parents particulièrement anxieux peuvent compter sur un petit boîtier. Une balise à accrocher au cartable ou à la ceinture et qui donnera en temps réel les déplacements de leur chérubin sur un smartphone via une application toute simple qui les alertera au moindre problème. Serait-ce une manière pour les enfants de regagner enfin un peu de liberté? Donc c'est vraiment leur permettre de sortir et permettre aux parents de se dire « Ah bah s'il y a un problème, je peux retrouver ». C'est vraiment un outil pratique et on est à milieu de ce qui est des critiques de flicage. Nous, on recommande ce produit jusqu'à 12 ans. Après, voilà, c'est pas recommandé. Après, tout dépend des parents et des enfants. Mais on recommande ça pour les enfants assez jeunes. C'est des parents, hein. On est sur des parents et des enfants, donc c'est quand même normal qu'il y ait un contrôle sur les enfants, qu'on puisse savoir où ils sont, c'est normal. Et voilà, c'est pas du tout un outil qui est là pour dire « Ah, tu es allé là, qu'est-ce que tu as fait, pourquoi ?» Non, c'est un outil qui est là au cas où. Nous, ce qu'on dit, c'est voilà, vous donnez la balise à votre enfant, il part en vélo avec ses copains, s'il crève son pneu, s'il tombe, s'il lui arrive n'importe quel souci, s'il a besoin que vous veniez le chercher, bah, ne lui offrez pas un téléphone portable, parce que ça sert à rien, c'est pas recommandé, mais plutôt donnez-lui la balise qui vous permettra de rester en contact avec lui à tout moment. Si vous expliquez à l'enfant que vous lui donnez la balise pour avoir plus d'autonomie, que ça va lui permettre de faire des choses seul, il va se sentir plutôt orgueilleux et content de pouvoir devenir un petit adulte et de pouvoir faire ses premiers déplacements tout seul. Et ça encourage vraiment l'autonomie et la prise d'initiative de l'enfant. Et finalement, ça va plutôt dans le bon sens. Et effectivement, voilà, la chose la plus importante étant d'avoir un dialogue entre l'enfant et le parent sur le pourquoi de cette balise GPS. Pour leur concepteur, cette balise ne semblerait donc pas un espion, mais plutôt un outil d'indépendance. Bruno Humbeek, qu'est-ce qu'on entend par l'hyperparentalité ou le parent drone? Alors, pas seulement parent drone. L'hyperparentalité, ce n'est pas une maladie d'abord, hein. C'est une tendance actuelle des parents parce qu'ils ont désiré, voire programmé leurs enfants. Donc on se sent terriblement responsable de leur venue au monde. Ça va inciter au développement de 3 symptômes. Le parent hélicoptère, donc celui qui contrôle. T'es où, tu vas où, tu reviens quand, t'es avec qui. Ça, c'est une façon de tourner autour de l'enfant, mais il y a d'autres symptômes aussi. Le parent, ce qu'on appelle le parent drone, c'est le parent qui veut toujours le meilleur pour son enfant. Le meilleur dessin animé, surtout pas d'émotions négatives, hein, c'est avec les conséquences que ça peut avoir. Pas question que tu sois triste, pas question que tu sois en colère, pas question que tu aies peur. Et donc l'enfant est condamné à une joie permanente et à un bonheur perpétuel, ce qui est difficile pour le parent et pas toujours souhaitable pour l'enfant. Et le troisième symptôme, c'est ce qu'on appelle le parent curling. Vous connaissez le curling, c'est un sport où on lance
un palais, puis vous avez des personnes qui frottent comme ça de manière vigoureuse. Hein. Si vous avez des insomnies, ça passe sur 3 heures du matin à peu près sur Eurosport. Vous allez voir que c'est pas passionnant, sauf si on en fait une vraie métaphore d'éducation. C'est-à-dire, l'éducation, c'est un lancer. On lance, et puis on lâche de manière harmonieuse, de façon à arriver près d'une cible qui serait le bonheur de l'enfant. L'illusion de contrôle qu'on se produit en frottant, parce qu'ils ne servent pas à grand-chose, ces gens-là, on le sait bien. Hein, c'est un peu comme si vous souffliez sur vos balles de pétanque quand vous jouez à la pétanque. C'est l'illusion de contrôle. On voit ce parent curling, notamment le long des terrains de football, quand il devient complètement fou, il met une pression intense sur l'enfant, ou à l'école, quand il fait les devoirs avec son enfant, et qui s'énerve, et qui produit finalement une contre-pédagogie. Donc ce sont 3 symptômes qui vont garantir à un moment donné qu'il n'arrivera rien à notre enfant, qui sera toujours sous notre protection, et que s'il lui arrive des choses, ce sera toujours pour le meilleur, c'est-à-dire pour des émotions positives, et dans un cadre qui garantit le bonheur, ce qui est très très dangereux. Mais vous dites justement, ce n'est pas une maladie, mais en même temps, les symptômes que vous donnez peuvent être inquiétants. Alors, ils peuvent être inconfortables. Inquiétants, sûrement pas. Que les parents soient attentifs, qu'ils aient envie que leur enfant soit heureux et qu'ils cherchent que leur enfant ait le meilleur à sa disposition, pourquoi pas? Le problème, c'est quand on se met une pression intense. Quand, au lieu de vouloir le meilleur pour lui, on veut qu'il soit le meilleur. Ça devient déjà très difficile pour l'enfant à supporter, comme pour le parent. Quand on veut tout contrôler, tout ce qui se passe autour de l'enfant, quand on veut mettre tout sous contrôle et qu'on se met une pression qui interdit, par exemple, aux parents d'être un parent normalement défaillant. Tous les parents, et la construction de l'éducation se fait d'ailleurs à l'intérieur de défaillances constantes du parent qui s'interroge sur la meilleure façon de faire. D'ailleurs, le mot parentalité, il faut quand même bien le définir, parce que ça semble une évidence pour tout le monde actuellement. La parentalité suppose que l'éducation que vous donnez à chaque enfant, il va en faire quelque chose de différent. Si vous avez 3 enfants, vous aurez la même éducation pour les 3, chaque enfant va le transformer en un produit différent. C'est toute la différence entre la famille Simpson, par exemple, hein, et la famille Ingalls. La famille Ingalls élève des enfants pour qu'ils grandissent et qu'ils poussent droit. La famille Simpson essaye tant bien que mal de faire en sorte que chacun des enfants s'épanouisse, avec toutes les questions que ça va amener le parent à se poser en permanence, y compris celle de savoir s'il est suffisamment bon. Maryse Roland, les nouvelles technologies, est-ce qu'elles influencent la manière d'être parent ? Oui, tout à fait. Mais d'abord, pour faire référence donc, ici à la séquence, bon point pour les concepteurs. Donc, ils soulignent l'importance de dialoguer avec leur enfant, les avertir de l'utilisation de ce type d'outils, parce qu'il existe dans le commerce une pléthore de technologies, on va dire mouchard, donc à l'insu de l'enfant, il est suivi parfois au mètre près. Donc évidemment, si l'enfant découvre le pot au rose, ça peut jeter un froid dans la relation parent-enfant. L'enfant, pour se construire, a besoin qu'on lui fasse confiance et aussi d'avoir confiance en ses parents. Néanmoins, nous n'allons pas faire la promotion de ce type d'outils car on estime qu'il n'est pas bon d'angoisser inutilement l'enfant ou de développer chez lui une peur anormale de l'autre, de l'inconnu. Surtout si cet outil est acheté pour éviter, prévenir l'enlèvement de type criminel. Et là, les chiffres de Child Focus l'attestent. Ces types d'enlèvements sont extrêmement rares. Sur plus de 15 000 dossiers traités par Child Focus, nous avons été confrontés à 3 cas. Évidemment, dans le cœur des papas et des mamans, c'est 3 cas de trop. Mais cela, en tout cas, signifie que non, il n'y a pas des pédophiles à tous les coins de rue. En plus, si cet outil a donc été acheté pour préserver donc, ce type de risque, c'est créer un faux sentiment de sécurité, car on sait que toute technologie peut dysfonctionner ou être désactivée ou être neutralisée. Donc nous, notre solution finalement la plus efficace, c'est comme vous dites, c'est d'encadrer l'enfant, l'aider à acquérir d'une façon progressive son autonomie, en lui donnant des consignes claires qui seront adaptées évidemment à son âge et à sa maturité. Quand il est en bas âge, c'est normal de savoir avec qui il joue, quand il va rentrer à la maison et où il se trouve. Mais tout ça, bien entendu, doit évoluer. Et surtout, lui apprendre à comment réagir à des situations imprévues. Téléphoner, par exemple, ou demander de l'aide, ou crier si c'est vraiment une situation angoissante et menaçante pour l'enfant.
Mais est-ce qu'il n'y a pas le risque quand même d'une surveillance constante de l'enfant quelque part et comment respecter encore son espace d'intimité, même pour un enfant? Il y a le risque de renforcer un symptôme. Ça, c'est très clair, hein, parce que le parent hélicoptère ou le parent drone, on le voit, j'en ai vu un exemple frappant en voyant la une de la dernière heure il y a quelques mois, où je vois une maman effondrée avec un titre comme on peut le faire à la dernière heure, hein, du style « Ils ont abandonné mes enfants en pleine jungle ». Vous ouvrez le journal, vous regardez la page 9, vous allez voir que la jungle, c'est Uccle. Uccle, c'est tout sauf une jungle. Hein. Et ce sont 2 enfants qui ont été déposés à 300 mètres de l'arrêt de bus. C'est vécu comme complètement insécurisant pour la maman, parce qu'effectivement, le monde est devenu tellement dangereux, dit-elle, il risque d'être enlevé à chaque coin de rue, effectivement. Et le journaliste ne fait pas de recul, d'ailleurs. Hein, et je me pose des questions sur l'avenir du chauffeur de bus, hein, parce que 300 mètres, c'est la zone au-delà de laquelle le parent est insécurisé. C'était 3 km il y a 10 ans, c'était 30 km il y a 30 ans. Les enfants pouvaient aller pêcher dans le village voisin sans que ça pose problème. J'étais récemment dans le train entre Charleroi et Ottignies, avec un terminus à Ottignies. 17 fois, un enfant d'une douzaine d'années, le seul risque qu'il courait, c'était tomber du train. Mais 17 fois, il a été en contact par GSM avec sa maman qui visiblement suivait les différentes gares. Tu es bien à Tilly, tu es bien là, tu es bien là, tu es bien là. Évidemment, ça renforce une anxiété permanente et surtout, ça donne à l'enfant le sentiment qu'il vit dans un monde dangereux et dans lequel il ne peut compter sur personne. Alors, accroître de la vigilance naturelle, très bien. Développer cette survigilance qui finit par être contre-productive par rapport au sentiment d'autonomie de l'enfant et par rapport à la confiance qu'on appelle la confiance fondamentale, qu'on doit nécessairement avoir tous pour vivre. Si vous avez l'impression que vous êtes en permanence menacé, vous allez développer d'autres symptômes, hein, une forme de paranoïa permanente, de l'hypervigilance, tous des mécanismes qui ne sont pas nécessairement positifs dans le développement d'un enfant. Accepter ses peurs dans une société dans laquelle le terrorisme est un risque pour tous, accepter qu'on puisse avoir peur, mais se rendre compte aussi que les enfants développent une aptitude à repérer dans leur environnement ce qui peut les sécuriser. On l'a vu après les attentats, les enfants ont développé ce qu'on appelle l'effet Zorro. Ils voyaient des tas de gens masqués, des policiers, des militaires, eux disaient on est hyper protégés. Et donc vivaient, finalement, quand on les autorisait à avoir peur, vivaient beaucoup mieux leur environnement parce qu'ils le décodaient à leur manière. En donnant ce type d'outils, on donne aussi l'impression à l'enfant, d'abord on ne peut pas se fier à toi. Et puis surtout, tout est dangereux, appelle, crie à l'aide. Et on l'empêche effectivement de tenir compte de l'environnement naturel. Et de la bienveillance aussi de la plupart des adultes. Je vais vous donner un autre chiffre qui donne peut-être froid dans le dos. Mais dans 80% des cas d'assassinat, ce sont les parents ou les proches qui sont impliqués. Ça fait aussi réfléchir. Oui, et puis je pense que dans l'autonomie, et la définition de l'autonomie est un peu perverse, telle qu'elle est donnée là. L'autonomie, c'est l'aptitude qu'on a à faire appel aux autres quand c'est nécessaire, pas à tout bout de champ, ça c'est de la dépendance, de l'aliénation, pas non plus se passer complètement des autres, hein. C'est pas l'indépendance complète. L'autonomie, c'est une capacité de faire appel à l'environnement. Si l'environnement vous est présenté comme fondamentalement hostile, vous n'oserez bientôt plus demander de l'aide à quelqu'un qui vous entoure quand vous serez perdu en rue, hein, par exemple. Alors on va directement appeler ce signal de détresse qui effectivement renforce l'anxiété chez tout le monde. Alors, je disais, l'hyperparentalité n'est pas une maladie, mais ça peut aussi être à l'origine d'un certain type de maladie qu'on appelle le burn-out parental, par exemple, hein, quand le parent se met une exigence excessive en permanence, et le burn-out de l'enfant ou de l'adolescent, quand lui s'imagine qu'il doit répondre à cette exigence de manière continue, et finalement ça renforce ce climat. Alors c'est une opération qui a beaucoup de sens sur le plan commercial, hein, je comprends très bien ce qui se passe, hein. On a eu le même effet quand les mamans se sont imaginées qu'en mettant Mozart, quand elles étaient enceintes, elles allaient développer des petits génies. On a vendu plein de cassettes de Mozart avec des petits écouteurs adaptés au ventre des mamans. Et ce n'est pas le cas, apparemment. Ça ne sert à rien, très clairement. Et justement, comment alors accompagner les parents qui sont angoissés, qui quelque part donnent à leur enfant l'image d'un monde extrêmement dangereux? Comment les accompagner pour peut-être mettre la réalité là où elle a lieu d'être?
Donc ici, c'est donner les chiffres comme j'ai fait, leur dire combien il est rare qu'un enfant soit enlevé par un criminel. Et c'est leur rappeler qu'il faut faire confiance également à l'entourage, qu'il y a beaucoup plus de personnes bienveillantes envers les petits-enfants que de personnes malveillantes. Regardez, chaque année, c'est plus de 1500 enfants qui s'égarent à la côte. Mais ces enfants sont tous retrouvés, absolument. Donc évidemment qu'il y a des moments d'angoisse, peut-être même, je dirais, salutaires. À vous de me le confirmer. Pour un petit, on a dit ne t'éloigne pas trop de maman, regarde ce périmètre-là. Si jamais tu ne repères plus maman, il y a, regarde là, ce grand ballon ou ce parapluie, donc un repère. Habiller aussi les enfants de couleur vive. Donc si l'enfant tout à coup s'égare, il va peut-être la fois suivante être davantage vigilant. Qu'en pensez-vous? Alors, l'angoisse n'est pas salutaire. Je ne crois pas. L'anxiété est inconfortable, c'est-à-dire que c'est une angoisse qui pose sur un objet qui est beaucoup trop vaste. La peur est salutaire. Voilà. Autoriser les enfants à avoir peur, à être effrayés, à se mettre à pleurer quand ils sont perdus, par exemple. Tirer la sonnette des larmes, c'est terriblement utile pour l'enfant. Et surtout lui dire, ça, tu es autorisé à le faire, justement parce que ton environnement est, j'aimais bien le mot qui a été utilisé tout à l'heure, bienveillant. Dans son immense majorité, ton entourage est bienveillant. Il y a une minorité de personnes malveillantes. Il faut pouvoir t'en défier en tenant compte des gens bienveillants qui vont d'ailleurs te permettre de les identifier. Je crois que c'est ça qui est important. Et le discours que j'entends, et je le trouve d'autant plus intéressant que c'est un mouvement qui est né d'une grande angoisse généralisée. Et je trouve ça très très mûr de la part d'une structure de dire attention, on ne va pas continuer à ne surfer que sur de l'angoisse et de l'anxiété. On va autoriser les peurs à s'exprimer et on va donner des réponses précises pour que les parents n'aient pas peur. Parce qu'effectivement, si votre enfant est en retard, si votre enfant ne revient pas et que, il ne faut pas être un hyper-parent, il faut juste être un parent responsable dans ces cas-là pour s'en inquiéter et pouvoir à ce moment-là le contacter. Mais le GSM est alors beaucoup plus producteur qu'une balise qui donne des signaux de détresse. Le GSM, avec un engagement qu'on a l'un et l'autre, de dire si on en a besoin, on ne laisse jamais l'autre sans répondre, parce que sinon, on va évidemment générer de l'anxiété. Le GSM est un excellent outil anxiogène qui permet de canaliser l'anxiété si vous l'avez régulé avec votre enfant. S'il sait qu'il est là pour sécuriser le parent et pour répondre non pas à un besoin de contrôle, mais à un besoin d'attachement chez le parent, à ce moment-là, ça se passe très bien, et y compris avec l'adolescent.
France VIP.